Salut les amis, c'est reparti pour une vidéo. Les gars, on y arrive, c'est pour bientôt. Bah oui, vous savez de quoi je parle, non? Bah les fameux accords de paix de monsieur le président américain, c'est-à-dire de l'énorme défaite des États-Unis face à l'Iran. Alors vous étonnez pas, je vais arrêter de dire le nom des deux pays dans la suite de la vidéo parce que sinon vous savez très bien ce qui va se passer. Mais les amis, il y a un monsieur président complètement sénile qui vient de nous expliquer que des accords de paix vont être signés et on apprend clairement aujourd'hui qu'Israël n'est absolument pas content de ce qui est en train de se passer parce que les accords de paix qui devraient être signés ne vont absolument pas en faveur d'Israël qui voulait tout autre chose depuis le 28 février. Et il paraîtrait que Donald le Picsou, lui également, est complètement dans la sauce. En fait, ce qu'ils essaient, c'est de trouver une sorte de petite porte de sortie sur laquelle il serait le moins ridicule. Mais sachez qu'on a appris également hier que les Émirats Arabes Unis ont déjà versé 3 milliards de dollars à l'Iran sur des avoirs qui avaient été gelés et qu'ils vont atteindre jusqu'à 10 milliards. En plus des avoirs qui vont être levés par le Qatar également. C'est-à-dire que l'Iran, ah merde, je l'ai dit, oh tant pis, va repartir avec plusieurs dizaines de milliards de dollars dans son escarcelle. Un détroit d'Ormuz qui est complètement acquis à sa cause. Ce qui n'était pas le cas avant le 28 février, c'est-à-dire qu'en gros on avait un détroit qui était en libre passage et personne ne se posait la question de savoir si l'Iran en avait le contrôle ou pas. Maintenant, tout le monde est au courant que oui. L'uranium enrichi, les gars, personne ne sait où il est. C'est-à-dire que les États-Unis vous disent qu'ils l'ont détruit, alors que les Iraniens sont pas débiles au point d'avoir mis l'intégralité du stock au même endroit. Donc naturellement, on sait très bien qu'ils en ont encore énormément. Une image, pareil, à la fin de cette guerre, des États-Unis qui va être catastrophique. Celle de l'Iran va être clairement renforcée parce que maintenant les pays vont vraiment les craindre. Parce que dites-vous que quand vous partez dans une guerre avec les Ricains là, et que les Ricains ils la gagnent pas la guerre en compagnie de leurs frères israéliens là. Qui va aller les attaquer derrière? Parce que si les Américains et les Israéliens, avec les services secrets les plus puissants de la planète, n'y arrivent pas, qui va aller s'attaquer à l'Iran? Plus personne. C'est-à-dire qu'une fois que ça va être terminé, les gars, il n'y a plus un pays qui va venir en aide à un pays qui va attaquer l'Iran, moi je vous le dis. C'est-à-dire que là, en termes de crédibilité et de peur, on a inversé complètement la tendance. On faisait passer le peuple iranien et le gouvernement iranien pour des abrutis complètement débiles. Ils ont prouvé en fait qu'ils étaient même trop forts en guerre et que y a personne qui va venir les emmerder. Et on en parle des autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, le Qatar, Koweït, Bahreïn, etc. Avec tout ce qu'ils ont pris dans la gueule, vous croyez qu'ils vont revenir à la charge et faire chier l'Iran? Vous imaginez un petit peu le pouvoir politique que vient de prendre l'Iran dans le Golfe? Vous vous rendez compte ou pas? Cette guerre est à tout point catastrophique pour le pays du Grand Donald, pour sa réputation à lui aussi. Il va venir nous expliquer qu'il a sauvé l'économie mondiale, mais c'est lui qui l'a mis en péril. C'est comme quand il y a certaines personnes qui volent, vous savez, quelque chose à quelqu'un et qui lui revendent derrière. C'est la spécialité de certains, vous les connaissez? Moi je sais qui c'est. C'est vrai que en vrai, avec tous les accords de paix qu'il a fait et qui marchent pas à chaque fois, on peut avoir tendance à croire que ça marche pas. Et ils n'auraient pas envoyé les missiles et fait la guerre comme ils ont fait à l'Iran. En vrai, le détroit, il serait sûrement encore ouvert et tout se passerait très bien. Parce que c'est vrai que c'est pas leur faute, d'un côté, en ayant fait ça, qu'ils ont mis en péril un peu les pétroliers et toutes ces choses-là au niveau de l'argent. Donc c'est vrai qu'en plus, d'un côté, ils récupèrent du pouvoir politique. Parce que si les Américains et ses copains n'y arrivent pas, lesquels vont y arriver? Donc c'est une question qui pourrait être posée. Et c'est vrai qu'au niveau politique, là, ils sont en train de récupérer, je pense, du pouvoir. Et il n'a pas tort en disant que ceux qui sont déjà mangés des missiles et ceux qui sont pas aussi, et le fait que les Américains, tout ça, ils n'arrivent pas à les vaincre, qu'ils vont moins s'en prendre à eux. Je pense qu'il pourra avoir un assez grand tournant pour l'Iran dans pas si longtemps que ça. Si tu commences à avoir des cheveux blancs à 25 ans, ça veut pas dire que t'as pris un coup de vieux. Vu qu'il y a plein d'infos qui circulent en ce moment sur le sujet, il était quand même grand temps d'en faire une vidéo. Déjà, il y a le grand classique qui dit qu'il ne faut surtout pas arracher un cheveu blanc, sinon il y en a 10 qui vont repousser derrière. Déjà ça, c'est faux, parce que chaque cheveu pousse dans son propre follicule. Donc si tu t'arraches un cheveu blanc, les follicules d'à côté vont pas soudainement se dire « Ah ok, il y en a un qui est parti, donc nous, on passe aussi en blanc ». Si t'en arraches un aujourd'hui et que dans 6 mois, t'en as 10, c'est que t'étais juste en train de commencer à avoir des cheveux blancs. Par contre, il faut effectivement éviter de les arracher parce que ça risque
risque d'abîmer ton follicule et de perturber la repousse. Et franchement, déjà qu'on va tous commencer à avoir des cheveux blancs, on n'a pas envie de ça. Par contre, le truc qu'on sait, c'est que l'âge auquel tu commences à avoir tes premiers cheveux blancs est bien lié à la génétique. Donc si tes parents ont commencé à avoir des cheveux blancs jeunes, t'as plus de chances pour que ça t'arrive jeune aussi. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Et sur les autres facteurs qui favorisent l'arrivée des cheveux blancs, on a la clope. Ça y est, ça a été prouvé. Fumer peut accélérer l'arrivée des cheveux blancs. Sur les autres légendes qui circulent, on a les cheveux qui deviennent blancs sont généralement ceux qui vont rester. On dit ça aux hommes qui commencent à blanchir au niveau des tempes pour les rassurer et leur dire qu'au moins, c'est pas des cheveux qui vont tomber. Et bah ça aussi c'est faux. Un cheveu blanc peut tomber exactement comme n'importe quel cheveu. Les cheveux blancs et la calvitie, ça n'a rien à voir. Tout ça pour dire que si t'es jeune et que tu commences à avoir des cheveux blancs, ça veut pas dire que tu vieillis plus vite, ça veut juste dire que t'as été servi un peu plus tôt que les autres. C'est vrai que ça paraît logique quand même de se dire que les autres ils vont pas forcément devenir blancs parce que le bulbe, il va pas se dire bah il est devenu blanc, il est tombé et donc il va devenir blanc aussi, ça c'est vrai. Ce qui est en train de se passer est très grave et les entreprises d'IA veulent pas qu'on en parle. Un projet secret avec le nom de code Panama vient de faire le tour d'internet. Il prouve qu'Anthropic, l'entreprise derrière Claude, a acheté des millions de livres pour récupérer leur contenu puis les détruire. Concrètement, des machines industrielles découpent les reliures avant de passer chaque page au scanner. L'objectif c'est d'alimenter des modèles d'IA qui ont besoin de toujours plus de données pour performer. Le pire dans cette affaire c'est que cette pratique est complètement autorisée puisque le livre a été acheté légalement et la destruction évite la violation des droits d'auteur puisque selon un juge américain, il ne s'agit pas d'une copie supplémentaire mais d'un simple changement de format. Partagez cette vidéo autour de vous parce que l'ampleur de l'affaire a déjà fait réagir une grosse entreprise du secteur et pour comparer les différentes IA et la provenance de leurs données, je vous ai mis un tableau récapitulatif juste ici dans mes ressources gratuites. En vrai, je trouve ça vraiment pas top qu'ils détruisent les livres comme ça parce que je trouve que, enfin, je me dis qu'ils pourraient les donner, qu'ils pourraient les revendre ou trouver une solution pour faire en sorte que ça serve à quelqu'un. Parce que je comprends qu'ils ont envie d'avoir des données pour l'IA, mais le truc, c'est que, enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout détruire comme ça sur son passage? Après, je vous laisse faire votre avis au niveau de ça. Cool les gars, alors je sais pas si vous saviez, mais alors qu'on est en pleine période de canicule et de sécheresse en France, dans la nuit de lundi à mardi à l'Assemblée nationale, les députés du bloc central, de la droite et de l'extrême droite ont voté en faveur d'une loi sur l'urgence agricole qui réintroduit 2 pesticides extrêmement nocifs pour la santé des Français mais aussi pour la biodiversité et qui représente un énorme recul sur le plan écologique en facilitant les méga-bassines et du coup en privatisant l'eau alors qu'aujourd'hui la France est en train de brûler ainsi que d'autres pays en Europe et que l'eau est aujourd'hui plus que jamais une ressource dont on a besoin et qu'on doit protéger. Le flupyradifurone et l'acétamipride sont les 2 nicotinoïdes, donc les 2 pesticides qui ont été réintroduits grâce à cette loi sur l'urgence agricole qui d'ailleurs a été validée par le Sénat mardi. L'acétamipride a été interdite en France en 2018 et c'est notamment un pesticide qui est dangereux pour les pollinisateurs, donc entre autres les abeilles, puisqu'il ne leur permet plus de s'orienter et donc de polliniser et de butiner, ce qui est un danger énorme pour la biodiversité et notamment pour nous, puisque sans les abeilles, nous n'avons plus de nourriture. Au-delà de n'avoir plus à manger, les scientifiques pensent également que l'acétamipride est responsable pour de nombreux cancers qui se développent après des années d'exposition. Et en réintroduisant ce genre de pesticides-là, le gouvernement est directement en train de menacer la santé des Français. Au-delà d'être dangereuse, cette loi va complètement à l'encontre de la vie des Français. En effet, on appelle cette loi la 2e loi Duplon, la loi Duplon qui était un projet de loi qui avait été mené l'année dernière par Laurent Duplon et dont la pétition d'opposition avait récolté plus de 2 millions de signatures. 2 millions de Français s'étaient opposés à cette loi qui elle-même voulait réintroduire l'acétamipride. Et le gouvernement s'est aujourd'hui complètement opposé à l'avis des Français. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je peux y faire alors que la loi vient littéralement de passer à l'Assemblée nationale et validée par le Sénat. Tout d'abord, demain, vendredi 24 juillet, les députés de gauche vont se saisir du Conseil constitutionnel, donc on va suivre tout ça de près et voir si cela va apporter ou non un certain changement à la loi. Mais aussi et surtout, la chose la plus importante que vous pouvez faire, c'est de continuer à en parler. Parce que si on laisse ce genre de loi passer sous silence, ça va mettre en place un standard que les Français vont accepter, un standard sanitaire, un standard écologique qui n'est pas viable. On ne peut pas vivre avec ce genre de standard. On doit demander plus. On doit demander des lois qui se soucient non seulement de l'économie et de ces énormes entreprises agroalimentaires, mais qui se soucient surtout de la santé des Français et qui se soucient surtout de la situation environnementale qui est de plus en plus dégradante. On l'a vu avec les canicules de juin, on l'a vu avec la sécheresse et on le voit maintenant avec tous les feux de forêt. Alors non seulement pour votre santé et pour le bien-être de l'environnement, mais aussi et surtout pour continuer à faire vivre la démocratie. Par pitié, parlez-en, informez-vous, ne laissez pas ce genre de loi passer sous silence, car même si on peut avoir le sentiment d'être complètement impuissant, en continuant en parlant, c'est là qu'on montre qu'on a réellement du pouvoir, car notre pouvoir réside dans notre voix. Voilà, à demain.
En vrai, elle date d'un petit moment, la vidéo, c'est juste j'arrivais pas trop à la mettre avant. Mais c'est vrai que je crois que la loi, elle est rentrée en vigueur et faut pas les laisser passer sans que personne n'en parle, parce que du coup, après, comme elle a dit, ils vont instaurer un standard sans qu'on s'en rende compte, et puis au final, on se fera avoir plus tard. Et je sais qu'au niveau de la nourriture, agriculture et toutes ces choses-là, en ce moment, il y a pas mal de lois qui passent en soum-soum, et faut quand même y faire assez attention. Ta gueule. Sois une bad bitch ou attrape une maladie auto-immune. C'est valable pour les messieurs aussi, écoutez. Je vais m'expliquer, t'affole pas. Salut, c'est encore la folle du bus. Vous avez déjà remarqué que dans la grande loterie de la vie, on a souvent le choix entre deux options. Soit t'es gentil et con et conne, soit t'es un ou une bad bitch, tout va pour le mieux dans ta vie. Ou en tout cas mieux que ceux qui sont gentils et cons. Donc soit option 1, tu ramasses les pots cassés sous forme de maladie auto-immune, thyroïde en compote, crise d'angoisse chronique et j'en passe. Je suis tombée sur des témoignages en ligne et ils m'ont achevé. Parce que ça prouve une réalité que la médecine commence enfin à regarder. Enfin. Il y a une dame qui a balancé mon eczéma. Il a fait un comeback de l'enfer après des années, pile quand j'ai eu ma fille, alors que j'ai un très bon entourage. Traduction, même avec de l'aide, le cerveau reptilien est en alerte maximale. Une autre dit qu'elle a eu des nausées horribles en réalisant qu'on essayait de l'arnaquer. Elle a bloqué la personne et les symptômes ont disparu instantanément. Une autre encore dit « Mon taux de sucre s'envole à 250 dès que je priorise les besoins des autres ». Et le best of the absolu, cette dame qui dit ne plus jamais avoir eu d'herpès labial après son divorce. Depuis son divorce, le virus dormait. Son mec aussi. Une fois le boulet éjecté, son corps il a dit « Ah !» Enfin, de l'air pur. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre bécane? Pourquoi notre propre corps décide de nous attaquer? Attention, ce sont des témoignages de femmes, mais c'est valable pour tout le monde. Bah écoute, sur le plan médical et neurobiologique, c'est très simple. Ce que ta bouche refuse de dire, ton système nerveux l'encaisse. C'est ce qu'on appelle la somatisation, mais version hardcore. En gros, t'as grandi en mode « sois poli, fais pas de vagues, souris, ne dérange pas ». Ton cerveau est programmé pour survivre. Donc, quand tu subis un environnement toxique, ton boss, manipulateur, ta belle famille passive-agressive, ta femme qui te pompe toute ton énergie, eh bien ton corps en réponse, il va sécréter du cortisol et de l'adrénaline. Il se met en mode survie comme s'il courait face à un lion dans la savane. Sauf que le lion, c'est ton quotidien. Tu peux ni fuir, ni taper les connards qui sont en face de toi. Parce que t'as été bien élevé ou parce que t'es trop gentil. Du coup, t'avales ta colère, tu ravales ta rage, et ton système nerveux qui gère tout le tableau de bord de ton corps commence à court-circuiter. Psychologiquement, c'est le syndrome du bon élève. On nous a fait croire que la gentillesse était une vertu suprême. Mais la gentillesse, sans limite, c'est juste de l'auto-sabotage poli. Quand tu ne t'autorises pas à exprimer ton désaccord, ton système immunitaire devient complètement schizophrène. Regardez les anciens, qui ont beaucoup subi, qui ont beaucoup pris sur eux, qui avaient beaucoup de ces valeurs, sois gentil, sois poli, prends sur toi, ne dis rien. Maintenant qu'ils ont 60-70 ans, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Bref, à force, ton système immunitaire ne sait plus qui est l'ennemi extérieur. Alors ce qu'il va faire, il va commencer à taper sur tes propres organes. C'est de l'autodéfense mal orientée, parce que ton corps crie ce que ta bouche a peur de dire. Parce que tu as peur de passer pour le ou la méchante. Et les stats médicaux sont implacables. La grande majorité des personnes qui peuplent les cabinets médicaux remplis de maladies chroniques, inexpliquées, des fibromyalgies, des dysfonctionnements immunitaires, ce sont des femmes. Des femmes qu'on a habituées à porter le poids du monde sur leurs épaules et à sourire. Tout ça sans faire de bruit. La prochaine fois qu'on te traite d'égoïste, de cassant, de connasse, de connard, parce que tu mets un stop, dis merci à ton intuition. La santé, c'est quand on l'a plus qu'on réalise que c'était la chose la plus précieuse qu'on avait. Alors le regard des gens, leur opinion, leurs pensées, les offenser, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et au final, c'est pour garder la santé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Répète après moi. Prends ça comme un entraînement devant le miroir. Répète après moi. Va te faire foutre. Je t'emmerde. Adopte la même expression faciale. Ferme ta gueule. Je t'emmerde. Ce que tu penses, j'en ai strictement rien à foutre. Va te faire foutre. Chez les Romains. Si ça peut te faire du bien. En vrai, je trouve elle a tellement raison parce que
En vrai, souvent, il y a des conditions de vie qui fait que ça ne nous convient pas et on dit rien, on prend tellement sur nous et ça nous brouille un peu l'esprit et au final, ça nous fait des symptômes sur le corps. Et c'est vrai que souvent, on peut voir, même dans des émissions, etc., que ça arrive que quand l'esprit il est pas bien, il y a plein de trucs, de l'herpès, de l'eczéma, etc., des mal de dos, des mal de tête. Même déjà juste le fait de pas bien dormir, ça peut faire des mal de tête pour quelques-uns. Et en vrai, c'est vrai que des fois, faut sortir de tout ça et dire les choses qu'on pense et faire en sorte d'améliorer ça, parce que c'est vrai que des fois, on peut pas forcément fuir les conditions vu que c'est là où ce qu'on vit ou les choses comme ça. Et je trouve qu'elle a entièrement raison. Dans la vie, il faut savoir que vous êtes la représentation physique de vos idées. On dit souvent qu'on a le physique de ses idées, mais pas seulement. L'attitude, la manière dont vous allez vous présenter au monde, la manière dont vous allez vous comporter, va être la représentation de vos idées, de vos croyances. Donc avant d'essayer de prouver vos points par la rhétorique, prouvez-le par la personne que vous êtes. Faites honneur à vos idées et à vos croyances par la personne que vous êtes. Pour exemple, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Personnellement, je crois en Dieu, du moins je crois que Dieu peut intervenir, qu'il nous aime et je suis plutôt monothéiste. Et je connaissais quelqu'un qui m'estimait énormément, qui ne croyait absolument pas en Dieu. Il faut savoir que cette personne avait une forme de haine viscérale pour les religions et toutes les personnes qui pouvaient croire en Dieu. Il était persuadé et ne cessait de répéter que ces personnes-là étaient bêtes, stupides, fragiles, manipulables. Et il avait énormément de dédain pour ces personnes-là. Et il ne savait pas que je croyais en Dieu. On s'est côtoyés longtemps. Il m'a même avoué que j'étais l'une des personnes qu'il avait côtoyées, qu'il considérait comme la plus intelligente, la plus sage. Il m'estimait énormément, mais vraiment énormément. Et c'était très flatteur, mais il était parti du principe que je ne croyais pas en Dieu. Tout simplement parce que, de mon côté, je préférais l'écouter, entendre ce qu'il avait à dire. Et je partais du principe que Dieu ne force pas les hommes à croire en lui, et que si jamais il veut qu'une personne se rapproche de lui, il le fera. Ce n'est pas à moi de le faire. Et donc, dans cette pensée-là, je le laissais parler sans lui donner mon opinion sur la question. Et un jour, il m'a dit « Mais attends, rassure-moi, toi tu crois pas en Dieu ?» Il m'avait demandé ça après m'avoir dit des horreurs innombrables sur les personnes qui y croyaient en Dieu. Et là, je lui ai dit « Si, je crois en Dieu. Je pense qu'il existe. Et je l'aime énormément. » Il est resté silencieux pendant très longtemps. Et il a réalisé son erreur et son manque de maturité. Mais je n'ai pas dit en m'énervant, parce que moi je respectais le fait qu'il puisse ne pas croire en Dieu. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu sais quoi ? Merci. C'était une belle leçon. Je vais être plus humble et je vais essayer de garder mes croyances pour moi, ou d'agir plus dignement. » Et par mon seul comportement, j'ai prouvé mes croyances. Parce que je suis en paix avec moi-même. J'ai pas besoin que le monde entier croie en Dieu. Et vous voyez, je pense que ça, c'est bien plus beau. Le résultat même est bien plus beau que si j'avais essayé de forcer cette personne à croire en Dieu. Vous pensez pas ? Donc n'oubliez pas dans la vie d'être la fidèle représentation de vos croyances et d'agir honorablement. C'est vrai quand même, c'est important de respecter les croyances de chacun et chacune. C'est pas parce qu'on croit en Dieu, qu'on croit pas en Dieu, etc., qu'on ne peut pas être unis. En vrai, c'est que des avis, c'est que des façons de penser, et puis chacun a le droit de penser un peu comme il a envie, hein, en vrai, quand on regarde. Et c'est vrai que c'est mieux de faire par les actes que de faire par les mots, parce que c'est trop facile de parler, tout le monde parle. Mais il y a peu de gens qui agissent vraiment, et c'est comme ça qu'on voit vraiment comment quelqu'un est vraiment. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.